Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Julien Rochdy, essayiste, entrepreneur, youtubeur, publie un nouvel ouvrage, à nouveau indispensable, Philosophie de droite, suivi de Droite et déconstruction. Julien Rochdy, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. La première constatation de l'ouvrage, c'est que vous ne craignez pas de mettre à l'honneur le mot droite, pourtant tant décrié, même si vous vous en tenez à un point de vue philosophique et non pas politique. Oui, parce que moi, je me suis toujours assumé de droite. Je n'ai pas cherché à trouver d'autres définitions politiques, comme longtemps on a essayé, parce que la droite est toujours honteuse. La droite n'ose pas s'assumer telle qu'elle est en face du public. Elle a toujours besoin de passer par d'autres adjectifs, de type patriote ou que sais-je encore. Tandis que la gauche, elle, s'affirme, et s'affirmant, eh bien, elle peut avancer d'autant plus. La droite est honteuse, or elle n'a aucune raison de l'être. Et on s'en aperçoit notamment lorsqu'on retourne aux sources de ce qu'est la droite, qu'on s'aperçoit qu'on essaie de chercher quelles sont ses véritables idées, qu'est-ce qu'elle a fait réellement, qu'est-ce qu'elle veut véritablement, et on s'aperçoit que la droite n'a aucune raison d'être honteuse, donc peut s'affirmer comme telle. Maintenant, est-ce que politiquement, si je devais faire de la politique, ce serait intéressant de me cataloguer de droite et le répéter sans arrêt, comme Éric Zemmour d'ailleurs l'a fait lors de la dernière élection présidentielle, je ne sais pas, mais en tout cas philosophiquement, il y a effectivement un clivage entre la gauche et la droite, et pour ceux qui appartiennent à ce camp de la droite philosophique, eh bien, je crois qu'il est temps de le dire, oui. Vous allez juste un tout petit peu sur le terrain politique, juste pour dire qu'on ne peut pas tenir compte de cette notion ni droite ni gauche, même si vous reconnaissez que ces deux mouvances évoluent. Oui, moi, bien sûr que ces mouvances évoluent. Enfin, ce qui évolue, c'est ce que l'on met à l'intérieur de la droite et la gauche. Mais en réalité, il y a des colonnes vertébrales qui persistent à travers les siècles et qui surtout persistent à travers les 2 derniers siècles, à savoir depuis le début de la modernité politique, depuis la Révolution française. Donc dans le moment historique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire ce moment de la modernité suivi de la postmodernité, c'est-à-dire la fin de la modernité, mais nous y sommes encore, droite et gauche veulent dire quelque chose. Qu'on le veuille ou non. Ce clivage-là n'est pas dépassé, malgré, encore une fois, toutes les tentatives qui ont été faites depuis plusieurs années. Le clivage philosophique demeure. Et il est très important, il est crucial de le connaître pour s'apercevoir justement que, en réalité, il recouvre quelque chose d'encore plus ancien, qui est justement ce clivage entre les modernes et les anciens, ou entre ce que j'appelle les classiques et les révolutionnaires, les modernes. Alors, je relève dans votre pensée, dans votre ouvrage, quelques paradoxes,
On va essayer de les lever ensemble. Vous parlez à vos lecteurs comme à des amis, c'est votre choix, ça bien évidemment, vous le dites clairement. Et vous leur proposez de découvrir la philosophie qui construit la droite, mais en faisant le procès de la gauche, l'adversaire diabolique, l'engeance, dites-vous. La droite, ça ne peut être qu'une opposition à la gauche. Alors justement, il faut revenir à ce que je venais juste de vous dire à l'instant. Pendant des siècles, des millénaires, même si l'on prend le temps long, les hommes vivaient avec ce qu'on appelle la tradition, cette espèce de coutume qui menait traditionnellement les hommes dans leur conception de la politique, leur conception de la cité, leur conception de l'organisation sociale. C'est ce qu'on appelle l'esprit classique, c'est ce qu'on appelle c'est les grands auteurs, vous savez, Platon, Aristote, Cicéron, puis après même au Moyen-Âge, Saint Thomas d'Aquin, et ainsi de suite. C'était toute la pensée classique qui finalement régulait la vie de la cité. Et on était plutôt d'accord sur des grandes vérités éternelles. Et il apparaît quelque chose avec la Révolution française, enfin au XVIIIe siècle plus précisément, avec évidemment déjà des sources dès la Renaissance que l'on peut caractériser, mais il apparaît quelque chose d'une rupture vraiment fondamentale avec 1789 et la Révolution française et le siècle des Lumières. Et donc là, effectivement, toute la pensée classique et des anciens est remise en cause d'un seul coup. Et c'est pour ça que la droite naît en récupérant la pensée des classiques et des anciens et en essayant de l'adapter justement pour contrer cette gauche qui apparaît comme une rupture, comme un espèce d'éclair dans un ciel qui était plutôt, pas serein, mais en tout cas que l'on connaissait, un ciel serein et connu des idées politiques classiques. Donc c'est pour ça qu'en fait la philosophie de la droite effectivement est une réaction à la gauche, dans la mesure où en fait ça la sort de son sommeil dogmatique, comme disait l'autre, parce que nous étions finalement tranquilles avec des vérités classiques que l'on connaissait depuis les grands anciens, Platon, Aristote encore une fois, depuis les Grecs, les Romains et au Moyen-Âge. D'un coup, il y a cette rupture avec la Révolution française et les Lumières et la Révolution française. Donc la droite est obligée de se réveiller et de formuler sa pensée, effectivement contre la gauche, mais en se ressourçant auprès des anciens. Se réveiller et formuler sa pensée. Je veux bien, mais vous dites, voilà, il faut trouver une force capable de s'opposer au nihilisme pragmatique et systématique de la gauche. Mais très vite, en vous lisant, le défi semble absolument irréalisable. D'ailleurs, vous le dites, hein, la matrice gauchiste est à ce point répandue qu'elle environne presque complètement comme la matière noire de l'univers. Elle contrôle quasiment tous les moyens de faire penser. Alors, reconstruire la droite, c'est peine perdue, ami. Alors, pas du tout, parce que justement... Effectivement, comme je viens de vous dire, nous sommes dans une parenthèse historique, j'appelle ça une parenthèse historique, qui peut finir d'ailleurs par faire perdre le fil de la phrase, à savoir notre civilisation tout entière. Hein, si les parenthèses sont trop longues, à la fin on perd le fil de la phrase et on risque de perdre le fil de notre civilisation avec cette parenthèse moderne. La modernité est un phénomène tout à fait particulier. Et effectivement, l'aboutissement de la modernité, c'est le nihilisme. Ceci a été vu et revu par déjà tous les plus grands philosophes du XIXe siècle, hein, et d'abord par les contre-révolutionnaires, après par Nietzsche, qui, vous savez, je connais bien aussi. La modernité est une négation, comme disait Adorno. C'est une négation qui aboutit sur du nihilisme forcément, systématiquement. Et la postmodernité est encore pire, c'est l'acmé, c'est vraiment la modernité, donc la négation suprême, c'est la déconstruction que nous sommes en train de vivre actuellement. Bon, donc nous sommes effectivement à une période charnière de notre civilisation, où cette modernité et cette postmodernité soit se terminent par un suicide collectif et général, soit par un renouvellement justement de ce que nous sommes, et donc finalement un retour aux sources. Et c'est pour ça que ce livre participe de ce grand retour aux sources, et je crois que cette reconstruction de la droite va être possible parce que justement nous arrivons à la fin de la modernité, et l'un des symptômes de cette fin de la modernité, c'est l'apparition de l'écologie. L'écologie qui est née à droite, l'écologie qui est totalement en réalité dans ses fondements de droite, et l'écologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une inquiétude vis-à-vis justement du monde qui est en déréliction, qui peut se perdre, qui est fragile. Or, la gauche et la modernité, ce n'est pas une inquiétude, c'est un espoir au contraire qu'il est possible de faire toujours mieux, toujours plus, de progresser en permanence, justement en cessant de s'inquiéter pour les petites et vieilles et belles choses. Donc nous sommes à un moment où justement la droite peut revenir, non pas comme simplement opinion politique, mais comme véritable métaphysique qui nous vient des anciens. Et l'on retourne justement vers les anciens, à travers peut-être d'ailleurs le symptôme écologiste. Je poursuis. La difficulté quand même de se dire de droite et d'avoir ce retour aux sources et cet espoir. La droite, je vous cite à nouveau, mésestime des idées, inadaptation aux méthodes de communication, sentiment de culpabilité, défaut de rêve et de promesses, fatigante nostalgie,
Bande de grincheux. Ah bah là, si la droite a perdu face à la modernité, il y a des raisons qui appartiennent. Comment C'est dire pas très vendeur, pardonnez-moi de vous le dire. En ces termes. Non, mais bien sûr. Mais comment dire, la droite a perdu depuis 2 siècles, passe son temps à avoir été cocufiée et se faire rouler dessus par le rouleau compresseur des idées progressistes. C'est tout à fait vrai. Parce que ça appartient à l'esprit du temps, ça appartient à ce processus historique, on pourrait avoir une analyse historique de la chose, mais aussi parce qu'il y a des défauts inhérents à la droite, effectivement. Bon, aujourd'hui, c'est aussi en train de changer. Peut-être vous aussi, de votre côté, sur TV Liberté, vous êtes bon sur Internet. Il y a d'autres figures qui renouvellent aussi la droite. Il est temps aussi de récupérer non seulement une métaphysique, une philosophie, mais une apparence de plus mousquetaire, qui peut-être est plus séduisante que la vieille droite rabougrie et ce que j'appelle la droite Chateaubriand, notamment dans ce livre. C'est-à-dire, je parle des 3 droites, vous avez vu. Je parle de la droite burkienne, la droite de Maistre et la droite de Chateaubriand. Effectivement, cette droite de Chateaubriand qui est capable de produire de très beaux sons, un art magnifique parce qu'elle pleure et qu'elle maîtrise parfaitement la nostalgie et qu'elle est excellente en tant qu'oraison, n'est pas une politique. Mais nous sommes en train de nous fonder en tant que politique et nous sommes, je l'espère en tout cas, de plus en plus séduisants. Séduisant, vous en arrivez à vous poser quand même la question et donc à poser la question à vos amis. Est-ce qu'il existe une pensée de droite ? On croit entendre d'ailleurs directement le philosophe que vous dénoncez d'extrême gauche à Geoffroy de la Gannerie. Lui, il dit qu'il n'y a pas d'intellectuel à droite. Il n'y a pas de pensée à droite. Point d'interrogation. Non, je commence par ça. C'est que justement, la gauche mésestime très souvent l'intelligence à droite et mésestime la philosophie de la droite. Parce que son idée, c'est que la droite n'est que soit une défense de l'ordre social tel qu'il est, c'est-à-dire du conservatisme pur, entendu au sens le plus médiocre du terme, c'est-à-dire la simple conservation de ce qui est comme c'est, sans vouloir bouger justement les mécanismes sociaux, les différentes infrastructures et superstructures, bon, un conservatisme pur et simple, soit une défense de l'instinct, une défense finalement de la nature. Et c'est Régis Debray qui dit très intelligemment « si je suis de gauche, c'est parce que la nature est de droite ». Et je trouve que cette phrase extrêmement intéressante, subtile et intelligente, comme les Régis Debray, mais à l'heure où justement nous souhaitons défendre la nature, eh bien peut-être que si la nature effectivement est de droite, et que la droite, par conséquent, est l'avocat de la nature, eh bien ça peut être intéressant à un moment où nous parlons très très souvent de nature et du besoin de retour à la nature et de défendre l'environnement. Donc en fait ce que je dis c'est que la gauche mésestime la pensée de la droite, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est quasiment tout pourrait se résumer à cela. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Bacon, un peu de pensée, un peu de philosophie amène à l'athéisme, beaucoup de philosophie ramène à la religion. La pensée de Burke, c'est ça, c'est un peu de philosophie nous pousse à penser que les préjugés et ce que l'on tient de nos pères, c'est quelque chose de mauvais dont il faut se débarrasser. Beaucoup de philosophie ramène aux préjugés antiques et ceux de nos pères finalement. Et la droite, ça s'obtient quand on dépasse la pensée de gauche en fait. C'est quelque chose que je remarque très souvent chez les grands auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent parfaitement la pensée de gauche et la dépassent et reviennent à des choses qui apparemment, d'apparence, sont plus simples, sont plus banales, sont plus coutumières, mais qui sont plus importantes. Et là, je reviens aussi chez Nietzsche, l'instinct, en fait, est revalorisé d'un point de vue de la rationalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas justement opposer raison, ce qui normalement appartient au giron de la gauche, la raison, la rationalité et le matérialisme contre ce qui est spiritualiste et un peu instinctif et un peu obscurantiste. En réalité, la raison nous ramène, quand on la pousse très loin, à ces éléments qui font qu'on a besoin de l'instinct, qu'on a besoin de ces choses anciennes et belles. Alors ce retour aux sources, il doit se faire, si j'ai bien compris, premièrement, sans nostalgie. Oui. Ça, c'est la première chose. Avec la mélancolie, possible, non ? Mais la mélancolie, c'est un sentiment. Vous avez le droit de l'avoir, comme je l'ai très souvent. Hein. Je suis assailli par la mélancolie, comme tout homme de droite. Voilà, ce que j'allais vous dire, c'est souvent la nostalgie inhérente à l'homme de droite. Oui, mais on ne fonde pas de politique avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, être réactionnaire, d'ailleurs, la vraie source de ce que veut dire d'être réactionnaire, ce n'est pas de vouloir revenir en arrière, c'est faux. C'est de vouloir récupérer les vérités d'avant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas revenir à avant, on veut récupérer les vérités d'avant. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas dans la France des années 60, ni au 19e siècle, ni au 18e, ni au Moyen-Âge, ni tout ce que vous voulez. Quoique, on n'a pas le temps ici d'en parler, mais nous revenons plutôt au Moyen-Âge par plein de chemins un peu étranges, mais nous sommes en train de vivre une sorte de néo-féodalité. Hein. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Simplement,
il y a des vérités que l'on considère comme étant éternelles. Il y a les universaux, le vrai, le bien, le beau. Ces choses-là. Vous savez, la gauche tire ses vérités de l'horloge, elle. C'est tout ce qui était d'avant, c'est mal. Tout ce qui est nouveau et tout ce qui est mis sur le marché du matin, tout ce qui est frais, tout c'est quelque chose de bien. Voilà, la gauche tire ses vérités de l'horloge. Nous sommes censés quand même les tirer des dieux, de Dieu ou de la grande pensée classique. Donc nous considérons qu'il y a des grandes idées, des grandes valeurs, des grandes vérités qui sont toujours d'actualité aujourd'hui comme hier et qui le seront demain et après-demain. Donc c'est ces vérités-là que nous voulons récupérer. Et quand on arrivera à trouver justement ce bon équilibre entre ces vérités anciennes mais éternelles, pas dépassées, pas démodées, archaïques certes, mais toujours très bonnes et pertinentes pour aujourd'hui, quand on arrive à articuler ces idées parfaites et éternelles et le monde actuel, c'est ainsi qu'on arrive dans une sorte de syncrétisme qui peut nous permettre de progresser réellement. Ce retour aux sources originelles, véritables, vous allez le chercher dans ce qu'on appelle les écrivains, ou même plutôt les penseurs contre-révolutionnaires. Vous en avez cité déjà d'ailleurs quelques-uns. En quoi leur regard vous paraît essentiel ? Parce qu'ils ont pris, pardonnez-moi cette métaphore sportive, mais ils se sont pris un coup de poing de boxe, ils se sont pris une droite, pour le coup, enfin une gauche, un jab, on va dire, dans la tête assez violent, mais ils ont de la modernité. C'est-à-dire qu'ils ont pu assister à l'éclatement, à l'avènement, et plus que ça, à l'éclatement, à l'explosion de la modernité en œuvre, qui était la Révolution française. Parce qu'on trouve vraiment toute la gauche dans la Révolution française. On trouve la gauche libérale, on trouve la gauche socialiste, on trouve l'anarchisme, on trouve la psychologie. En réalité, la psychologie est très bien étudiée par Hippolyte Taine, par exemple, dans Les origines de la France contemporaine. La psychologie d'un homme de gauche, comme il étudie la psychologie d'un Jacobin en 1792, finalement, on peut l'appliquer à un étudiant wokiste des universités américaines, ou malheureusement de plus en plus françaises également. On remarque toujours les mêmes mécanismes psychologiques, la même façon de penser, le même esprit d'escalier, la même façon de voir le monde finalement, et de voir ses ennemis d'ailleurs, surtout parce que ce sont des gens extrêmement intolérants comme on le sait. Donc les contre-révolutionnaires ont eu ça en face, et parce que c'était des êtres tout à fait brillants, ils ont été capables de voir ce qui n'allait pas dans cette modernité, de voir ce qui n'allait pas dans cette pensée de gauche. Et leurs vérités sont toujours les nôtres, pour le coup. Si les penseurs contre-révolutionnaires ont été oubliés ou souvent diabolisés, totalement, les deux, ils ont réussi à opposer au progressisme de la gauche les notions de tradition, transmission, voire même d'identité. Aussi. Et aussi de défense de la chrétienté. Et vous évoquez un chapitre important qui s'intitule « Grandeur et utilité du christianisme ». Je me suis dit, pour l'auteur de Nietzsche, c'était peut-être une nouvelle découverte, non ? Je m'attendais à cette question. Alors, je suis très prévisible. Non, mais évidemment, en lisant, je cherche toujours les paradoxes. En travaillant sur la pensée de la contre-révolution, j'ai aussi découvert une grande défense justement du christianisme face à cette modernité. Et je reconnais qu'elle m'a convaincu pour une bonne part, et que j'ai voulu donc la transmettre aussi dans ce livre. Alors, une conversion. Conversion, ce qui appartient, ça c'est entre mon abbé et moi-même, on va dire. Mais vous me réinviterez pour une nouvelle émission, je pourrais vous en parler. Mais en tout cas, en dehors de mes sentiments personnels et de ma foi, en fait, à travers le christianisme, il y a aussi la défense de la tradition. Et cette tradition a été fortement attaquée par ce XVIIIe siècle, par Voltaire, et tous les soi-disant, les prétendus philosophes des Lumières, qui n'étaient en fait que des philosophes des Lucioles, parce que le XVIIIe siècle est très très faible comparé au XVIIe, par exemple, comparé au grand siècle. Et je ne supporte pas, et j'espère bien le démontrer, cette vanité des Lumières qu'on met sur un piédestal du point de vue de la pensée, alors qu'en réalité, il ne vaut pas grand-chose. Il y a aussi un parti pris dans votre essai, qui, loin de poser d'ailleurs un problème, suscite seulement une interrogation. Pourquoi s'en être tenu aux seuls penseurs contre-révolutionnaires ? Pourquoi les séparer dans la philosophie de droite des auteurs qui ont structuré la droite et qui la structurent encore? On peut parler de Barrès, on peut parler de Maurras, qui lui-même est un lecteur d'Hippolyte Taine. Est-ce que ce choix... avec qui il était en opposition sur un point très important. Un choix au risque de réduire cette notion de foisonnement de la pensée de la droite. Alors, c'est simple, c'est que d'abord, si j'avais voulu faire une anthologie de toute la pensée de droite, des contre-révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui, ça aurait été un travail beaucoup plus important. Ça aurait été sur plusieurs volumes. Vous n'évoquez jamais cette filiation possible. Alors, donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que, en fait,
nous sommes dans un moment de reconstruction de la droite, d'un point de vue politique. Hein, et même, on se cherche, justement, vous le disiez au début, on se cherche une pensée, on se cherche des idéologies éventuelles auxquelles se raccrocher pour construire le monde de demain. Bon, eh bien, j'aime l'idée qu'il faut retourner d'abord aux sources premières, pour pouvoir construire une nouvelle pensée, une pensée peut-être plus en adéquation avec les enjeux de demain. Ce retour aux sources, il est très important. Je prends la théorie de la connaissance de Platon comme une métaphore. Hein. Vous savez, chez Platon, on connaît quand on se rappelle. Toute connaissance est une réminiscence, c'est quelque chose dont on doit se rappeler. Donc en fait, si l'on veut connaître et comprendre le monde dans lequel nous sommes, il faut aller chercher justement dans ces sources-là. Et j'aurais pu parler de Barrès, de Maurras et de bien d'autres auteurs au cours du XXe siècle qui ont participé justement à la construction de la droite. Mais ces mêmes personnes ont été inspirées par ces auteurs contre-révolutionnaires. Et je trouvais extrêmement triste que ceux-ci ne soient pas connus, ou si peu. On connaît très bien à gauche Voltaire, Rousseau et Diderot et tous les penseurs des Lumières, ça on les connaît bien sûr, on nous rebat les oreilles en permanence avec eux. Mais qui connaît aujourd'hui Joseph de Maistre? Qui connaît aujourd'hui Bonald? Qui connaît bien sûr Chateaubriand, on le connaît plus pour le côté littéraire, quoique il soit peu finalement contre-révolutionnaire d'un point de vue politique, mais au moins on le connaît d'un point de vue littéraire. Voilà, il y a plein d'auteurs qu'il fallait retrouver parce qu'ils ont des choses extrêmement importantes à nous dire. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire ça, retourner aux sources. Maurras lui-même est allé puiser à ses sources pour construire sa pensée. Barrès aussi, bien qu'il commence d'abord par être républicain et ainsi de suite. Donc c'est les sources, voilà. Les sources nous permettent ensuite de nous projeter et peut-être de traverser l'océan qu'on a en face de nous. On laissera les téléspectateurs découvrir cet ouvrage qui est en vente sur la boutique du site tvliberté.com, sur la boutique officielle de TV Liberté. Votre livre se termine par une puissante mise en garde. Hein. Notre contre-attaque idéologique doit tenir compte d'un fait important. Nous avons affaire à une nouvelle gauche. Hein. C'est dans ce chapitre droite et déconstruction. Nous avons affaire à une nouvelle gauche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous mettions à jour. Absolument. En fait, toute la gauche, on va l'appeler comme ça pour faire simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, toute la gauche était construite sur l'idée que justement, elle était rationaliste, elle était dans le rationnel et le matérialisme. Et depuis 2 siècles, donc de cette pensée révolutionnaire jusqu'au marxiste, eh bien c'était une gauche de la raison, pour résumer très simplement, qui déraisonnait très souvent, on le sait, qui a amené au goulag, qui a amené à plein d'horreurs, mais enfin elle se croyait être, elle croyait posséder la raison contre justement ces forces obscurantistes qu'incarnait la droite. Bon. Et avant même que la droite ait eu le temps de détruire ces prétentions à la raison qu'avait la gauche, c'est la gauche elle-même qui, depuis les années 70, a déconstruit cette prétention à la raison, à l'universel et à tout ce qu'il a fondé en réalité depuis 2 siècles. Et cette gauche-là, c'est la fameuse pensée de la French Theory, comme on l'appelle aux États-Unis, la pensée de la déconstruction. Et c'est cette gauche, et je me suis aperçu de ça dans mes recherches, parce que j'ai dû me taper tous ces auteurs-là de la déconstruction. Et je vous garantis que c'est vraiment pas... Non seulement c'est pas facile, mais c'est pas agréable du tout. Je me suis aperçu que ces auteurs, dans les années 60, 70, 80, jusque dans les années 2000, ces penseurs de la déconstruction sont les ennemis implacables de ce que nous sommes, de ce que nous voulons et de ce que nous aimons. Et c'est eux qui donnent le là, en réalité, d'un point de vue intellectuel, à ce que nous connaissons en Occident, à ce que nous vivons en Occident. Alors après, question de savoir, est-ce que ces philosophes-là n'ont fait qu'interpréter les mouvements socio-économiques et historiques qui avaient lieu, ou au contraire, est-ce que c'est eux qui les influencent et qui... Bon, ça c'est une autre question. En tout cas, si l'on veut comprendre le monde dans lequel nous sommes et pourquoi est-ce que ça va si mal, il faut aller voir ces penseurs de la déconstruction. Et donc j'ai voulu faire ce boulot en utilisant effectivement les penseurs de la contre-révolution. Eh bien, j'ai attaqué les penseurs de la gauche première, cette gauche rationaliste et matérialiste. Mais maintenant, nous avons effectivement affaire à une nouvelle gauche qui, comme toujours, tue ses parents. Hein. La gauche assassine en permanence les générations précédentes. C'est comme ça qu'elle avance. Hein. Encore une fois, c'est la négation, la modernité, la négation toujours des générations précédentes. Et bien, cette nouvelle gauche se présente comme étant irrationnelle, se présente comme étant... Elle fait même l'éloge des sorcières maintenant, vous avez vu avec le féminisme. C'est une gauche qui, effectivement, prétend avoir des choses à dire sur l'écologie et s'accapare même l'écologie, ce qui est un vol absolu, parce que normalement l'écologie devrait nous appartenir à nous, aux gens de droite. C'est une gauche qui ne parle plus d'universel, ou très très peu, au contraire, qui revient même d'ailleurs à une certaine forme d'essentialisme, c'est ce qu'on appelle les politiques d'identité aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui voient les races justement, qui voient les couleurs, qui voient les femmes, les hommes, et qui n'ont plus de discours universaliste. Donc on a affaire à une nouvelle gauche.
Donc il faut savoir la C'est une prendre, nouvelle gauche qui est en l'analyser, la filiation, prendre et la en combattre. filiation avec Voltaire-Rousseau. C'est une... là, ils ont bradé aussi tout Alors, ça. ils sont censés avoir bradé. Mais c'est ce que j'essaie de montrer à un moment, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on entre dans ce processus nihiliste qui est celui de la gauche, de la négation, encore une fois je le répète, eh bien, on commence par nier, avec Voltaire, à nier, à critiquer, à rejeter le dieu de sa patrie, comme dit Chateaubriand, et ensuite on finit par nier, par critiquer et par rejeter les traditions de ses pairs, et ensuite ceci, ensuite cela, ensuite cela. Et en fait, finalement, regardez, la première gauche, donc la gauche libérale, celle des Lumières, celle de Voltaire, s'en est prise à Dieu, à notre tradition chrétienne, catholique. La deuxième gauche, celle de Rousseau, et ensuite celle de Marx, s'en est pris à la société. C'était la civilisation telle qu'elle était construite, telle qu'elle était conçue, qu'il fallait remettre en cause. Et aujourd'hui, la troisième gauche, elle s'en prend à qui ? Elle s'en prend carrément aux Européens, aux Blancs. Maintenant, c'est carrément les Blancs qu'il faut remplacer, ou en tout cas remettre en question, déconstruire, parce qu'ils sont mauvais. Et c'est toujours les mêmes raisons. Pourquoi Voltaire attaquait l'Église catholique et la chrétienté ? Parce que l'Église catholique et la chrétienté étaient censées être plein de privilèges, être obscurantistes, empêcher le progrès, et ainsi de suite. Pareil, la civilisation européenne telle qu'elle était, elle était censée empêcher le progrès, protéger les privilégiés, être plein de privilèges, ainsi de suite pour les marxistes et les socialistes. Et aujourd'hui, qu'entend-on dans cette nouvelle gauche de la déconstruction ? Eh ben, ils s'en prennent à notre race, maintenant aux Blancs, aux Européens, pour toujours les mêmes raisons, les privilèges, qu'ils empêchent le progrès, l'égalité, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toujours finalement la même colonne vertébrale, simplement, elle continue dans sa négation. Avec les mêmes méthodes. Alors, une question inédite se pose rapidement, malheureusement, à la droite en postmodernité, c'est comment peut-elle, se structurer, comment doit-elle se structurer idéologiquement pour faire face à ce nouvel avatar de la gauche ? Est-ce que notre vaccin, si tant est qu'il soit efficace, n'est pas déjà dépassé ? C'est-à-dire, précisez votre question. Qu'est-ce qui serait dépassé ? Est-ce qu'on est en capacité de bouger de façon à empêcher ce wokisme qui s'installe dans notre pays? On le voit bien de manière absolument Moi, je le crois, difficile. je le crois, parce que effectivement, il y a une maladie de la civilisation, de la fin d'un Occident tel qu'on l'a connu, qui effectivement est en train de pourrir. Le cadavre pourri, et ce pourrissement, c'est le wokisme, c'est tous ces symptômes nihilistes et assez puants. Et ça se voit même esthétiquement, hein. Ces gens-là ne sont pas beaux, ils ont le goût pour la laideur, pour tout ce qui est affreux, médiocre, bas. Bon. Donc effectivement, nous sommes en train de vivre et malheureusement de sentir tout cela, parce que s'il y a ici une question de philosophie de l'odorat, hein. Là on a donc bon. Mais à côté de ça, il y a aussi justement, comme je vous le disais, tout un mouvement qui remet en question cette modernité. D'ailleurs, ce mouvement, parfois sans même le savoir, est de droite. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des gens de gauche aujourd'hui qui s'estiment être de gauche parce qu'ils se pensent généreux, ils se pensent intéressés aux choses sociales, qui veulent aider les pauvres, les gens humbles et tout ça. Des gens qui sont sincèrement, croient-ils en tout cas, de gauche, qui remettent en question la modernité, et ce faisant, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils remettent en question la gauche elle-même. C'est-à-dire qu'en remettant toutes les grandes valeurs de la modernité, par l'écologie par exemple, comme je disais au départ, en recommençant à s'inquiéter pour des choses petites, belles, fragiles, en voulant conserver des choses qui risquent de disparaître, eh bien on est de droite, ou en tout cas, pour ne pas le dire aussi simplement, on est un classique, on est un ancien. Et c'est par ce biais-là que la droite va revenir. Et donc je crois que non, il y a ce pourrissement de la civilisation urbaine et occidentale que l'on voit notamment à travers ces symptômes tels le wokisme, et à côté de ça, il y a un besoin très fort de plus en plus de retour à la nature, de retour à des valeurs saines, à un mode de vie sain, et c'est par là que la droite trouvera son chemin. On va s'arrêter sur ce message d'espoir, presque d'espérance, avec Philosophie de droite, une nouvelle fois. Vous pouvez l'acheter directement tout de suite sur la librairie de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Merci Julien Rocher. Merci Martial.